On peut s'appeler Channel 4, on peut s'appeler HBO, et pourtant, diffuser et produire de la merde. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous l'avez compris, un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. La star planétaire s'est éteinte hier. Sans conteste, il est et restera le roi de la pop. Dès son enfance, Michael Jackson était sur scène, il a créé un style vestimentaire, il a inventé des pas de danse que l'on reproduit encore. Qui aurait cru que 10 ans après la mort de Michael Jackson et de la célébration unanime de l'homme Michael Jackson par les gens et les médias du monde entier, qui aurait cru qu'on replongerait dans des affaires sordides le concernant, que beaucoup de médias même repartiraient en croisade contre lui, contre un homme qui n'est plus là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais reparler de Michael Jackson. Et oui, parce que je suis fan de Michael Jackson, vous ne le savez peut-être pas. Alors là, vous vous dites, il est fan de tout, lui, il est fan de Spielberg, il est fan de ci, il est fan de ça. Oui, je suis aussi fan de Michael Jackson. Et c'était pour moi l'occasion d'en reparler, car un documentaire produit par HBO et diffusé au festival de Sundance en janvier dernier et diffusé également aux États-Unis au début du mois de mars a fait grand bruit, puisqu'il revient sur de nouvelles accusations de pédophilie concernant Michael Jackson 10 ans après sa mort. C'est un documentaire qui a fait l'objet à peu près de 70 saisies auprès du CSA. Il faut dire que les fans français de Michael Jackson sont les plus virulents, les plus féroces, et ceux qui croient en tout cas le plus en son innocence, et notamment ça s'est vérifié lors du procès de 2005 où c'était, il me semble, les fans français qui étaient le plus convaincus de son innocence, qui sont montés au créneau par rapport à ce documentaire et qui ont même tenté de le boycotter, même de le faire interdire. Bon, à mon avis, c'est une chose qui est très très difficile à faire puisque le documentaire a été acheté dans plus de 130 pays et qui va de toute façon être diffusé. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce fameux documentaire qui fait un ramdam pas possible et à juste titre. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste ce documentaire et surtout quelles impressions moi j'ai eues en le regardant, ce qu'il en est ressorti. Et dans une deuxième partie, je vais essayer de remettre en question ce documentaire, non pas parce que je suis fan ou quoi que ce soit, on peut être fan et non pas être forcément totalement aveugle, mais essayer de le mettre en perspective, de le remettre en question et de vous expliquer avec quelques arguments que j'ai pu glaner par-ci par-là sur des forums de fans. Je remercie d'ailleurs le site MJ France qui m'a permis de piocher parmi plein de sujets, parmi plein d'articles, de liens traduits en français, de pouvoir récupérer énormément d'arguments pour pouvoir un peu étayer cette vidéo, pour pouvoir argumenter un minimum. Donc je les remercie et je mettrai aussi également le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir tout ce qu'il en ressort par rapport à cette affaire-là. Même si dans cette vidéo, je vais vous donner quand même quelques informations, ce sera toujours bien pour ceux qui s'intéressent à Michael Jackson et notamment à cette affaire du documentaire Living Neverland, ce sera toujours bien de pouvoir avoir encore plus de compléments d'informations. Alors, concernant ce documentaire Living Neverland diffusé sur M6, je ne vais pas hurler au boycott, je ne vais même pas dire qu'il faudrait l'interdire, même si oui, j'aimerais qu'il soit interdit quelque part, parce que je vais vous en parler, mais ça sert à rien, parce que le fait de vous dire ne le regardez pas, il y a plein de gens qui vont quand même le regarder. C'est comme ça, c'est humain, donc ça ne sert à rien, puis de toute façon, comme je disais, le documentaire a été acheté, il sera diffusé, et à moins d'un miracle, vous pourrez de toute façon le voir. Alors donc c'est un doc qui sera diffusé et suivi d'un débat pour contrebalancer le documentaire. C'est très important, le mot contrebalancer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, Living Neverland, qu'est-ce que c'est? C'est un documentaire interdit aux moins de 12 ans. Interdit aux moins de 12 ans, il n'y a pas de violence graphique, mais vous comprendrez pourquoi il est interdit aux moins de 12 ans et je vais vous l'expliquer. C'est un documentaire qui donne la parole à Wade Robson et James Safechuck. Aujourd'hui âgés de 36 et 40 ans, face caméra, l'un et l'autre reviennent sur les abus que leur aurait fait endurer Michael Jackson alors qu'ils avaient respectivement 7 et 10 ans. Alors mes premières impressions quant à ce documentaire, il y a un mot qui pourrait le qualifier, c'est la nausée. Voilà, j'ai vu ce documentaire, il dure 4 heures dans sa version intégrale, je ne sais pas M6 s'ils vont diffuser la version courte, une version plus raccourcie, je ne sais pas. Mais en tout cas, la version intégrale dure 4 heures, je me suis tapé les 4 heures. Et je peux vous dire que j'ai eu vraiment la nausée. Non pas parce que je suis fan ou quoi que ce soit. Je pense que même quand on n'est pas fan, on a la nausée.
très clairement. C'est même pas une image ce que je dis, c'est vraiment physiquement. J'étais vraiment pas bien parce que le documentaire, et ça, il faut l'admettre, il est extrêmement bien fait, il est extrêmement précis sur les faits qui sont expliqués, les faits qui se sont déroulés, les accusations que ces deux personnes portent à l'encontre de Michael Jackson. Et non seulement c'est précis, mais en plus, il y a une insistance sur les faits les plus glauques, mais qu'on n'ait jamais entendus sur Michael Jackson, quoi. Très clairement. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que quand tu regardes ce documentaire, quand tu es fan, tu as l'impression que tu as tout qui s'est écroulé, c'est-à-dire que limite qu'on t'a pris pour un con, c'est-à-dire que tu te dis, voilà, quand on m'a dit qu'il était acquitté en 2005, en fait tout ça c'est du vent, le fait que lui-même se défende de ne jamais toucher aux enfants, c'est peut-être du vent. En gros, ai-je admiré un pédophile pendant toutes ces années, quoi. En gros, c'est la question qui revient quand tu regardes ce documentaire parce que, je le redis, il est extrêmement bien fait et quelque part un peu manipulateur. Alors c'est une impression qui est renforcée par sa construction. Ce documentaire, il est construit comme une véritable fiction, c'est-à-dire qu'au début, on établit en gros les deux familles différentes, donc des deux victimes qui vont témoigner. Et alors on t'explique qu'il y en a une qui vient d'Australie, l'autre qui est aux États-Unis, il y a une famille qui vient de la middle class. On t'explique tout, on te fait une grosse mise en place, une grosse introduction de deux quand ils sont enfants. Donc il y en a un qui faisait un tournage pour une pub Pepsi à l'époque du Bad Tour et l'autre qui a connu Michael Jackson au moment, je crois, si je dis pas de bêtises, du Dangerous Tour. Et on t'explique que c'était deux enfants, dont un qui savait super bien danser, donc c'est Wade Robson, et donc on te montre des vidéos, on te montre des photos, etc., totalement admiratif de Michael Jackson, et on te fait en fait deux mises en situation extrêmement précises, et très efficace, comme dans tout film, comme dans toute fiction. Et puis, au fur et à mesure, on glisse vers les accusations. Et là, les deux gars, face caméra, ils t'expliquent, mais il n'y a aucune retenue, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très calmes, très posés, et ils t'expliquent ce qu'ils ont vécu, les attouchements. Mais, je vais vous passer les détails, parce que c'est vraiment glauquissime. Mais on t'explique absolument tout, les positions, les fellations, etc. Tout. Voilà. C'est-à-dire qu'ils reviennent absolument sur tout. Et tout ça, je le redis, avec beaucoup d'insistance, avec des gros plans serrés sur les visages, avec un espèce de visage un peu imperturbable, impassible, de ces deux personnes qui accusent Michael Jackson. Et tout ça va crescendo, avec des moments peut-être un peu longs dans le documentaire et qui, à mon avis, auraient mérité d'être coupés, par exemple sur le père de Wade Robson, qui est à mon sens pas très intéressante, mais disons que ça permet de connaître un peu le contexte familial, etc., pourquoi il s'est réfugié plus vers Michael Jackson, etc., etc. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, le documentaire est construit comme un film normal, comme toute fiction en fait, où on t'expose la famille, et après on monte crescendo vers les accusations, etc. Et tout le parcours, tout ce qui s'est passé entre ces enfants et Michael Jackson, notamment à Neverland, dans quelle pièce ça s'est fait, à répétition, des fois même tous les jours. Alors, cette impression de nausée, elle est voulue par le réalisateur Dan Reed, qui est un réalisateur britannique. En fait, c'est cette impression désagréable que Michael Jackson, en fait, serait un ogre, en gros, comme un espèce de croque-mitaine. Je vais même aller plus loin un petit peu dans le parallèle entre Michael Jackson et Walt Disney, dont il était extrêmement fan. J'ai envie de comparer ça à Pinocchio. Tu sais, dans Pinocchio, quand tu as le personnage du cocher qui emmène les enfants sur l'île au plaisir. Voilà, il emmène plein d'enfants comme ça sur l'île au plaisir pour les transformer en ânes. Voilà. Là, on a l'impression exactement de la même chose. C'est-à-dire que, en gros, on a l'impression, et je dis bien impression, que Michael Jackson, c'est le cocher en gros, et qui emmène tous les gosses à Neverland, non pas là pour le coup pour les transformer en ânes, mais pour leur faire subir des sévices sexuels. Et tout ça est renforcé par la mise en scène, c'est-à-dire que tu as effectivement les gros plans des personnages qui vont témoigner, enfin des personnages, de ces deux personnes qui vont témoigner, donc gros plan sur les visages, gros plan sur les mains, etc., etc., et puis des plans larges de Neverland, mais pas des plans larges de Neverland comme des fois on pouvait le voir avec la roue allumée, avec les enfants partout, qui courent, etc., non, des plans larges de Neverland vides, comme si, tu sais, c'était une espèce de maison d'ogre reculée qu'on ne pouvait pas atteindre, et on a vraiment cette impression que Michael Jackson vivait seul dans cette baraque, dans cette grande maison, et qui pouvait faire absolument ce qu'il voulait, notamment d'abuser de mineurs.
Et j'ai envie de te dire que le documentaire tape dans le mille, puisque tu en ressors lessivé. Mais tu en ressors vraiment, tu regardes ce documentaire, je te mets au défi de ne pas être choqué par ce que tu as entendu. Et je répète, il n'y a aucune violence graphique, mais juste par la parole. Et ce que ça te procure, c'est juste horrible. Et c'est le but de ce documentaire très à charge, c'est que tu en ressortes totalement lessivé, et j'ai même envie de te dire que tu en ressortes convaincu. On ne peut pas dire « Non, c'est bon, j'ai vu le documentaire, de toute façon, je ne suis pas convaincu, etc. » Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Pourtant, je le répète, je suis fan. Mais même moi, limite, j'ai été presque convaincu par tout ce qui était dit. Et donc, du coup, tu te dis que celui que tu as admiré pendant des années, c'est juste une immondice, quoi. Il faut rappeler que le documentaire te rappelle qu'au début, Michael Jackson entraîne les protagonistes dans leurs concerts, sur les films de Steven Spielberg, etc., etc. Je répète, c'est extrêmement précis. On entend même, par exemple, des enregistrements audio sur répondeur de Michael Jackson qui téléphone à certains moments à une des deux victimes présumées et qui l'appelle pour lui dire « Viens, on va se regarder un film, etc. etc. » Alors, est-ce que ce sont des enregistrements truqués? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des choses que moi, en tant que fan, je n'avais jamais entendues. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. C'est très précis sur certaines choses. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ça va être l'objet de cette deuxième partie. Alors, peut-être que c'est un réflexe que j'ai eu parce que je suis fan. Mais je pense qu'il est important aussi, quand on te met un documentaire comme ça pendant 4 heures, où on t'expose des faits très très graves, de ne pas forcément que se fier à ce que tu as entendu, mais essayer de faire des recherches derrière, essayer d'approfondir le truc, pour voir si ce documentaire a raison, ou alors s'il est à charge injustement. Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai envie de dire qu'il est quand même difficile de considérer un documentaire qui n'est que charge et boulet de canon à l'encontre d'une personne, notamment là, sur Michael Jackson, sans mise en perspective, sans avoir interviewé la partie adverse, juges, policiers, enfants comme Macaulay Culkin par exemple, et d'autres qui défendent le chanteur. Je rappelle que Macaulay Culkin, c'était donc le héros de Maman j'ai raté l'avion, qui était un proche de Michael Jackson, qui lui n'a jamais émis la moindre accusation sur Michael Jackson. Pourtant, il était proche, je pense qu'aussi il a dormi à Neverland comme d'autres enfants, etc. Donc c'est quand même difficile pas de prendre au sérieux, mais de considérer, oui, qu'un documentaire ne peut être qu'à charge. Est-ce que même on peut l'appeler documentaire? Parce qu'il n'y a aucun travail d'investigation, il n'y a aucun journaliste qui se penche sur la question, il n'y a aucune enquête de fait. C'est juste un réalisateur qui a planté sa caméra, qui a pris ces deux personnes-là et qui leur a dit « vas-y, témoigne ». En gros, moi je ne l'ai pas vu comme une enquête sur ces faits-là, mais comme un espèce de procès à charge où la personne incriminée n'est plus là. Ça me paraît quand même assez grave. Comment se dire que seuls 2 témoignages qu'on a vus pendant 4 heures dans ce documentaire Leaving Neverland peut balayer une décision de justice établie en 2005 qui blanchit Michael Jackson de 10 chefs d'inculpation, d'un procès qui, je rappelle, a duré des mois et des mois et des mois. D'un seul coup, on voit ce documentaire de 4 heures et on se dit « Ah bah non, la vérité, elle est là. La vérité, elle est dans ce que je viens de voir. » C'est-à-dire que tout ce qui a été dit avant, le procès qui a duré des mois, etc., comme quoi Michael était innocent, on s'en fout, ce qui est important, c'est eux. C'est quand même compliqué. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire, mais disons que c'est à se poser la question quand même. Alors ensuite, il va y avoir l'affaire Brent Barnes, c'est un autre enfant proche de Michael Jackson, qui a toujours, lui, réfuté ces accusations. Seulement, dans le documentaire, un des 2 intervenants affirme que Brent Barnes aurait été aussi abusé par Michael Jackson. Suite à ça, l'enfant qui est maintenant adulte, Brent Barnes, a dû saisir la justice contre HBO et ces derniers ont été obligés de préciser en fin de première partie que lui et Macaulay Culkin n'ont jamais été abusés par Michael Jackson. Ça, c'est quand même un point important parce que ça prouve peut-être là aussi que les 2 accusateurs émettent de fausses accusations, quitte à se planter, et quitte à ce que tu aies un des enfants cités dans leurs accusations, qui lui a toujours réfuté ces accusations, soit obligé de porter plainte contre le documentaire en disant ah, « attendez, moi j'ai rien à voir là-dedans, voilà, moi je n'ai jamais été abusé, je le redis, je n'ai pas été abusé, changez-moi ça, sinon je vous attaque ».
Ça, c'est un autre point quand même qui est assez important à souligner. Et c'est vrai que dans la version de 4 heures que j'ai vue, il y a un carton à la fin de la première partie qui dit « Macaulay Culkin et Brent Barnes n'ont pas été molestés sexuellement par Michael Jackson. » Donc ça, c'est aussi un point important. Alors, autre argument que je vais vous lire, vous inquiétez pas, ce sera pas très long, celui de Charles Thompson, journaliste d'investigation à la BBC depuis 2005 et qui, il me semble, avait couvert le fameux procès qui avait duré des mois et des mois pour lequel Michael Jackson avait été totalement acquitté. Alors, ces hommes, donc en parlant des deux accusateurs du documentaire, poursuivent la succession de Michael Jackson pour essayer d'obtenir des centaines de millions de dollars depuis ces 6 dernières années. Et ce procès qui dure maintenant depuis 6 ans a généré des milliers de pages de documents juridiques qui, au fil de l'eau, ont sévèrement discrédité ces deux hommes qui n'ont cessé de changer leur récit. Wade Robson a donné au moins 4 versions contradictoires du moment où il a été soi-disant agressé pour la première fois. En réalité, Wade Robson a été pris en flagrant délit de mentir sous serment pendant ce procès de manière si flagrante que le juge a rejeté son témoignage tout entier, disant qu'aucun juré rationnel ne pourrait croire son récit. Ces deux hommes ont vu leur plainte rejetée à 2 reprises devant les tribunaux, mais ils sont en pleine procédure d'appel et il est important de noter que Living Neverland, donc ce documentaire, omet toutes ces informations. Il dure 4 heures dans sa durée, et à aucun moment au cours de ces 4 heures, il n'évoque même pas pendant 5 secondes le fait que ces hommes poursuivent actuellement la succession de Michael Jackson pour des centaines de millions de dollars. Il y a aussi, évidemment, la question d'argent, la question financière qui revient. Ça ne peut pas être juste motivé, juste comme ça, pour le plaisir, hein. C'est toujours pour des questions financières. Alors encore un autre argument à l'encontre de Wade Robson, qui a voulu être le chorégraphe du célèbre spectacle du Cirque du Soleil à la gloire de Michael Jackson. Et il faut savoir que Wade Robson avait été écarté de la production de ce show, provoquant ainsi sa colère et le point de départ de ces accusations. Voilà, donc ça aussi c'est un autre argument, comme quoi d'un seul coup, Wade Robson accuse Michael Jackson de pédophilie. Il a été, oui, effectivement, rejeté du show, il n'a pas été sélectionné. Est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à ça qu'il aurait commencé à vouloir, entre guillemets, se venger? Après, j'ai envie de dire aussi, où sont les preuves matérielles? C'est-à-dire, où sont les photos? Où sont peut-être même d'éventuelles vidéos? On ne voit jamais rien dans ce documentaire. C'est-à-dire qu'on voit énormément de photos, des photos d'archives. Parce que des fois, c'est vrai que Michael Jackson venait rendre visite à ses familles, à Wade Robson, etc., etc. Donc on voit toutes ces photos. Il y a vraiment un travail énorme d'ailleurs sur le documentaire, sur ce point de vue-là. Et on se dit, bon, à un moment donné, ils vont forcément nous dévoiler 1 ou 2 photos, je sais pas moi, des faits qui lui sont reprochés. C'est pas possible. Il y a tellement de choses, il y a tellement de photos d'archives qui sont là. En fait, rien. Mais là, j'ai juste envie de dire que c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai envie de mettre dans la merde quelqu'un, je prends ma caméra, je me filme, je blablate, et puis j'arrive à convaincre que cette personne a abusé de moi quand j'étais enfant, etc., etc. C'est à la portée de tout le monde, en fait, ce qu'ils font. Et ce que fait le réalisateur, et ce que font ces deux accusateurs. Alors, certes, ils sont très convaincants dans ce qu'ils disent, mais où sont les preuves matérielles aussi? Alors voilà, en gros, tout ce que je pouvais vous dire sur ce documentaire et sur ce qu'il en ressort. Je vous conseille vivement d'aller sur les sites en question qui sont dans la description de la vidéo, MJ France, même MJ Backstage, donc oui, qui sont des sites de fans. Et là, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, les fans sont aveuglés et tout ça. Mais je crois que là, ce n'est plus une question de fan ou pas être fan, etc. C'est une question d'aller chercher une certaine vérité. Je ne dis pas que les fans ont la vérité ou quoi que ce soit, mais je dis simplement qu'il y a énormément d'arguments, il y a énormément de preuves, et ça, c'est du concret, comme quoi le témoignage de ces deux personnes peut être largement, et je dis bien largement, remis en question. Moi, je vous ai cité quelques points dans cette vidéo, mais si vraiment vous voulez des compléments, allez sur ces sites et vous aurez une tonne d'informations, une tonne de, j'ai envie de dire, une tonne de contre-argumentation, en fait, à ce documentaire, qui, je le répète, n'a aucune mise en perspective, ne contredit jamais ses intervenants, ne va jamais interviewer des gens qui n'ont pas subi des viols de la part de Michael Jackson. Il n'y a jamais ça. Ce n'est que de la charge, que de la charge, que de la charge. Et je pense que quand on fait des accusations aussi graves, surtout sur une personne en plus qui n'est plus là,
je pense que ça mérite quand même plus que juste des attaques, et sans avoir de recul derrière. Il faut un vrai travail d'investigation, un travail, je dirais, de journalisme. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire ce travail de journalisme, évidemment, mais j'essaye au moins, et ça n'a rien à voir avec une question d'être fan ou pas, mais juste d'aller chercher un peu plus la vérité que juste entendre pendant 4 heures 2 personnes qui vont parler de leur truc et que forcément, c'est humain, tu vas les écouter et tu vas prendre parti pour eux. C'est humain, vraiment, et je ne condamne pas ça. Mais juste après, prendre du recul et se dire que, attends, ok, je les ai écoutés. Maintenant, est-ce que je peux écouter des contre-argumentations? Est-ce que je peux écouter ce qui va se dire aussi de la part des juges, des policiers, des rapports, etc. Est-ce que je peux écouter ça? Peut-être aussi de proches qui ont connu Michael Jackson, je sais pas moi, des nièces, des neveux, etc., etc. Et même ce que dit l'Estate. Alors l'Estate, c'est une association qui gère en fait le patrimoine, on va dire, de Michael Jackson et qui ont porté plainte contre HBO pour faire interdire le documentaire et tout ça. Michael Jackson, toute sa vie, a été victime de cette rumeur à partir du moment où elle a explosé, et il ne s'en est jamais vraiment remis. Et dans beaucoup d'albums, que ce soit History, que ce soit même Invincible, il en a toujours beaucoup parlé. Donc c'est quelque chose évidemment qui le touchait, et c'est peut-être aussi quelque chose qui l'a tué après ce fameux procès de 2005, qui l'a épuisé psychologiquement. Cette rumeur a fini par le tuer. Et je pense que ne serait-ce que par rapport à sa mémoire, il serait bon de ne pas forcément avaler tout ce qu'on nous a dit dans un documentaire de 4 heures et balayer en fait l'honneur d'un homme et ce pourquoi il a été jugé et pour lequel, je le répète, il a été acquitté de 10 chefs d'inculpation quand même. C'est énormissime. Il en est ressorti innocent, je le répète encore. On peut adorer, on peut détester Michael Jackson, on peut le trouver bizarre, on peut trouver qu'il avait énormément de secrets, on peut trouver énormément de choses. On a le droit d'être fan, de pas être fan, et être fan, je le rappelle, ce n'est pas forcément être aveugle. Être fan, c'est aussi être à la recherche d'une certaine vérité, et c'est ça qui est très très important. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne m'aveugle pas. Il y a des choses chez Michael Jackson que moi, personnellement, même en tant que fan, je ne vais pas forcément aimer, que je ne vais pas forcément approuver. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas approuver certaines choses chez lui que d'un seul coup, c'est l'homme à abattre, que ça y est, il est pédophile. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et il le disait à juste titre. Et je pense qu'il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on voit. Et pour ceux qui verront ce documentaire, faites-vous votre propre opinion. Moi, je suis pas là pour vous dire, en gros, ne croyez pas en ce documentaire. Moi, je vous expose juste ce que j'ai vu dans le documentaire, ce que j'ai ressenti et ce que j'en pense, avec des arguments à l'appui. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez vu le documentaire, si vous comptez le voir, si vous comptez le boycotter même, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Toujours, s'il vous plaît aussi, dans le respect de la personnalité de Michael Jackson, que vous soyez fan ou non, ce n'est pas le problème, mais je ne veux pas d'insultes, pas d'injures et tout ça, parce que ça, je ne les validerai pas. Ça, je suis très clair là-dessus, mais au moins que ce soit un minimum constructif. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. On se retrouvera très vite pour des prochaines critiques ciné, ne vous inquiétez pas. En attendant la prochaine vidéo, ciao!